Imaginez entrer dans un endroit si sombre que vous ne voyez même pas votre propre main devant votre visage. Le silence est total, l'air est humide et glacial, et chaque pas pourrait bien vous conduire vers une impasse mortelle. Maintenant, imaginez y rester, non pas quelques heures, mais plus d'un mois entier, coincé dans ce labyrinthe souterrain sans nourriture, sans lumière et sans la moindre certitude qu'on viendra vous sauver. C'est une histoire vraie et c'est dans cet abîme que nous allons plonger aujourd'hui, un des récits les plus étouffants et cruels de l'exploration moderne. Le soir du 18 décembre 2004, un silence pesant recouvrait un petit village des Pyrénées dans le sud-ouest de la France. Jean-Luc Josuat Vergès, 48 ans, concierge dans un centre de soins, quitta sa maison sans trop de mots pour sa femme et son fils adolescent de 14 ans. Depuis des mois, il vivait sous une brume de dépression qui ne se dissipait jamais. Il avait sur lui une bouteille de whisky et quelques somnifères glissés dans la poche de son manteau. Il prit sa voiture et se dirigea vers les collines calcaires qui dominaient la région. Il gara son véhicule devant l'entrée d'une ancienne champignonnière souterraine creusée dans la roche. Il coupa le moteur, ouvrit la portière du conducteur et, lampe de poche à la main et whisky dans l'autre, il s'engouffra dans l'obscurité des galeries abandonnées. Ce n'était pas une simple grotte, mais un vaste réseau de galeries souterraines. À l'origine, c'était une carrière de craie, s'étendant sur environ 8 km à quelques 5 mètres sous terre. Couloirs sans issue, passages tordus et bifurcations innombrables formaient un décor qui brouillait tout repère. Jean-Luc s'aventura sans but précis, tournant tantôt à gauche, tantôt à droite, au hasard. En quelques minutes, il était perdu. Les couloirs se ressemblaient tellement qu'il ne pouvait plus dire s'il revenait sur ses pas ou s'il s'enfonçait toujours plus loin dans l'obscurité. Très vite, les piles de sa lampe commencèrent à faiblir. Le faisceau s'amenuisait jusqu'à s'éteindre complètement, le plongeant dans une obscurité totale. À partir de ce moment-là, toute notion d'orientation disparut. Il progressait à tâtons, les mains posées sur les parois froides et humides, avançant dans des couloirs où le sol devenait de plus en plus boueux. À un moment, la glaise aspira ses chaussures avec une telle force qu'il dut continuer pieds nus, ses semelles englouties dans la boue. La température constante avoisinait les 12 degrés, largement suffisante pour devenir insupportable sans vêtements adaptés ni abri. Ses doigts, longés à la roche calcaire, cherchant un indice d'une sortie possible. Mais chaque détour menait à un passage identique au précédent. Souvent, il croyait reconnaître un endroit et pensait revenir sur ses pas. Mais il se retrouvait toujours dans une partie encore inconnue du labyrinthe. Cette fausse impression de familiarité le trompait, lui donnant l'illusion de se rapprocher de la sortie, alors qu'il s'égarait toujours plus profondément. Au bout des premières 24 heures, la confusion céda la place à une panique grandissante. Le cerveau humain a besoin de repères visuels pour établir une carte mentale de l'espace. Mais dans ces ténèbres, cette faculté devenait inutile. La notion du temps s'effaçait aussi. Privé du cycle du jour et de la nuit, les heures se mélangeaient et le sentiment d'être perdu devenait toujours plus oppressant. Le troisième jour, la faim et la soif occupaient toutes ses pensées. Le whisky était fini et les somnifères restaient intacts. Sa survie dépendait des gouttes d'eau qui tombaient du plafond calcaire. Il se plaçait sous ses suintements pour les recevoir directement dans sa bouche. Quand elle se faisait d'eau trop rare, il collait ses lèvres à la pierre pour en extraire la moindre trace d'humidité. La faim, elle, se transformait en crampes douloureuses. Après presque une semaine, Jean-Luc commença à s'adapter par pur instinct. Pendant le noir, il fouillait le sol comme un animal en quête de quelque chose à manger. Il avala l'air argileuse et mâchouilla des morceaux de bois pourri laissés par d'anciens ouvriers. Cela ne nourrissait pas vraiment, mais apaisait un peu son estomac. Dans une zone plus sèche, il trouva des plastiques abandonnés et s'en enveloppa pour se réchauffer. Le sommeil, privé de lumière naturelle, devint chaotique. Parfois, il s'endormait quelques minutes en croyant que des jours entiers s'étaient écoulés. À d'autres moments, il errait dans un état semi-conscient, incapable de dire s'il rêvait ou restait éveillé. Avec les semaines, son esprit connut des bouleversements violents. Il vivait des instants de désespoir total. Un jour, peut-être 2 semaines après son entrée dans ce dédale, bien qu'il fût impossible de mesurer le temps, il tomba sur un vieux morceau de corde abandonné.
Il l'attacha soigneusement en formant un nœud coulant, le gardant comme ultime recours au cas où il ne pourrait plus supporter cette existence dans le noir. Mais il y avait aussi des instants étranges de sérénité. Épuisé physiquement et mentalement, il se laissait parfois porter par l'obscurité au lieu de lutter contre elle. Dans ces moments-là, il marchait presque comme en méditation, chantonnant doucement pour lui-même, sa voix résonnant dans les couloirs vides. À la fin de la 4e semaine, son corps n'avait plus rien de reconnaissable. De ses 75 kilos initiaux, il avait perdu presque un tiers de son poids. L'homme robuste qu'il était autrefois n'était plus qu'une silhouette effacée. Les ongles de Jean-Luc s'étaient allongés de manière irrégulière, cassés par le frottement constant contre la pierre. Sa barbe couvrait son visage longue, éparse et totalement négligée. Ses pieds si nus s'étaient transformés en véritables semelles épaissies et calleuses, assez résistantes pour supporter le sol rugueux des galeries. Sa vie se réduisait à l'espace immédiat qui l'entourait. La portée de ses bras, le bruit de l'eau qui tombait goutte à goutte, la texture froide du calcaire sous ses doigts, le monde extérieur, avec la lumière du soleil, l'air libre et les autres êtres humains semblaient désormais appartenir à une autre réalité, presque à une légende. Privé de tout repère, son esprit se mit à fabriquer ses propres illusions. Parfois, il entendait des voix qui n'existaient pas. Parfois, il croyait voir des éclats lumineux dans l'obscurité totale. Le 21 janvier 2005, exactement 34 jours après la disparition de Jean-Luc, 3 adolescents du coin décidèrent d'explorer les anciennes galeries de la Champignonnière. À peine quelques mètres après l'entrée, ils tombèrent sur une voiture immobile, portière du conducteur encore ouverte, comme figée dans le temps. La découverte les glaça et ils appelèrent aussitôt la police. Rapidement, une équipe de secours équipée de lampes puissantes et de matériel spécialisé s'engouffra dans le labyrinthe. Après environ 1h30 de progression méthodique, à seulement 180 mètres de l'entrée, ils tombèrent sur Jean-Luc. Le spectacle était saisissant. Sa peau, privée de lumière, avait la pâleur du papier. Son corps était réduit à une extrême maigreur, presque squelettique, et sa barbe avait poussé de manière sauvage. Pourtant, contre toute attente, il respirait encore. Les sauveteurs l'extirpèrent avec précaution et l'emmenèrent d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Les médecins furent stupéfaits. Malgré une déshydratation sévère et une malnutrition évidente, il n'avait aucune blessure grave. Le corps humain, grâce à sa formidable capacité d'adaptation, lui avait permis de résister plus d'1 mois dans des conditions qui, normalement, auraient le tué en quelques jours. Très vite, la nouvelle de sa survie fit le tour de la presse française, qui le surnomma le naufragé de l'obscurité. Son histoire activait l'opinion publique, au même titre que les récits de grimpeurs ayant survécu en montagne ou de marins perdus en mer. Quand il retrouva la parole, Jean-Luc raconta en détail son expérience, comment il avait avalé de l'argile et du bois pourri, comment il léchait l'eau qui perlait sur les parois et comment il s'était enroulé dans des plastiques pour éviter de mourir de froid. Ce qui intriguait le plus psychologues et journalistes, c'était la description de ses états mentaux. Le cerveau humain, lorsqu'il est privé de repères et d'interaction avec le monde extérieur, peut réagir de manière imprévisible. Jean-Luc oscillait entre des abîmes de désespoir où il envisageait le suicide et des phases presque méditatives où il trouvait une paix étrange dans les ténèbres. Ce contraste révélait la plasticité étonnante de l'esprit. Pendant des centaines de milliers d'années, notre survie a reposé sur la capacité de l'hippocampe à créer des cartes mentales de l'espace environnant. Chez nos ancêtres nomades, cette faculté était vitale, se perdre signifiait mourir. Mais dans un environnement où ce mécanisme devenait inutile, comme dans un labyrinthe souterrain privé de tout repère visuel, le cerveau de Jean-Luc réagit par étapes, d'abord la panique, ensuite l'adaptation et enfin des états de conscience altérés. Son expérience prouva que lorsqu'un être humain perd totalement la notion de son environnement, son esprit peut basculer aussi bien dans l'horreur absolue que, paradoxalement, découvrir une forme inattendue de liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que cette histoire vous a marqué. Et si c'est le cas, vous devriez aimer celle qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment et on se retrouve dans la prochaine vidéo.